Quand nous avions décidé de lancer cette conférence juste après les élections américaines, nous avions anticipé que ce serait un moment dangereux de l'histoire et nous avons nommé cette conférence « Créer un monde basé sur la raison ». Et ça peut paraître un peu perché, mais on ne va pas discuter de manière académique ici. Mais le but, c'est de lancer un appel à toutes les institutions, gouvernements, élus, des gens de bonne volonté, pour aider l'Institut Schiller à organiser une alliance internationale de personnalités pour intervenir dans cette situation présente. Parce que les solutions sont présentes. C'est tout à fait possible de trouver une manière de sortir de cette crise, de ces crises. Mais ça nécessite que des gens se mobilisent en tant que citoyens dans leur État. Si on regarde le monde, tout le monde peut voir facilement que tout part. Le proverbe, celui que Dieu veut détruire, il le rend d'abord fou. Et on a ça un peu partout dans le monde aujourd'hui. Et c'est clair qu'on peut se poser la question, est-ce que l'humanité a la capacité morale de survivre? Parce que l'attitude de beaucoup d'institutionnels, des gens, semble dire le message contraire, envoyer le message contraire. La combinaison des crises est vraiment sans précédent. Laissez-moi simplement en parler de quelques-unes. Donc là, on a la pandémie. Cette pandémie a été bien gérée en Asie et en Asie du Sud-Ouest, mais complètement hors de contrôle aux États-Unis, en Europe et dans certains États de pays en voie de développement. Le 10 décembre, le nombre de nouveaux cas aux États-Unis, plus de 200 000 nouveaux cas. En une semaine, du 3 décembre au 9, 60 000 personnes sont mortes. En Allemagne, on avait fait à peu près bien au début. Maintenant, hier, le 11 décembre, il y a eu 27 212 nouveaux cas en Allemagne. C'est donc totalement hors de contrôle. Et plusieurs centaines de morts en une journée. Et les gouvernements disent que maintenant, il faut un confinement total, même probablement avant Noël jusqu'à la nouvelle année. Ça ne devrait pas être comme ça, parce que si les gens avaient fait ce qui avait été prouvé être efficace, et des méthodes efficaces, qui sont des tests généralisés de traçage des contaminés, utiliser les outils digitaux et les technologies modernes et mettre les gens dans des quarantaines, ça aurait pu être totalement contrôlé. En plus de cette crise de la COVID-19, a été aggravée par la famine. Et le président du Programme alimentaire mondial, David Beasley, a appelé ça une famine de dimension biblique. Et si rien n'était fait pour changer dramatiquement le cours des choses, l'année prochaine, il pourrait y avoir 270 millions de personnes qui pourraient mourir de faim. Et cela aussi pourrait être résolu assez rapidement en mobilisant l'agriculture américaine, européenne et doubler la production alimentaire mondiale. Donc on est à la frontière justement des crises sous-jacentes, qui est que le système est en train de s'effondrer, le système financier complètement en banqueroute. Il n'y a plus d'espoir de le sauver. Et des millions de milliards qui sont imprimés par les banques centrales, dont la Banque centrale européenne, et 1,3 million de milliards avec les plans d'urgence de la crise, la réserve fédérale. La réserve fédérale, c'est 6 000 milliards pour sauver le système en banqueroute, mais qui ne va pas, malheureusement, va pas dans l'investissement et dans l'économie réelle. Et par-dessus tout ça, au-delà de l'effondrement du système économique, vous avez
ces efforts malsains de l'Union européenne d'imposer un New Deal vert. Et ils ont décidé ça hier encore, de couper les émissions de CO2 de 40% dans les 10 prochaines années. Et c'est pareil avec le Green New Deal aux États-Unis de Biden, qui va probablement devenir le nouveau président. Totalement malsain, parce que ça veut dire que vous allez affaiblir. Déjà, vous avez une économie qui est affaiblie et vous allez imposer, injecter l'argent que dans des investissements de technologies vertes. Et on ne pourra pas maintenir les sociétés industrielles modernes de cette manière. Donc, les économies américaines et européennes sont effondrées de 10% l'année dernière, alors que la Chine, elle, dans le troisième trimestre, après avoir cette sortie de la crise pandémique, a eu une croissance de plus de 5%. Et les exportations chinoises recommencent à augmenter de 25%. Et ça, c'est une des raisons réelles de cette campagne hystérique contre la Chine. Parce que ce que nous voyons là, qui est sous-jacent, c'est l'effondrement de l'ancien paradigme, le système néolibéral, donc le système financier occidental ou transatlantique. Et c'est pourquoi Pompeo, le secrétaire d'État américain, il fait des discours quasiment tous les jours, lançant une campagne anti-chinoise sans précédent, qui va bien au-delà du macartisme même qu'on a connu. Il dit que tous les étudiants chinois aux États-Unis, tous les professeurs sont des agents chinois. Et de manière très dangereuse, l'envoyé spécial pour les armes de contrôle en novembre dernier a fait un discours devant l'Institut national de politique publique où il a dit explicitement qu'il fallait s'attaquer à la Russie et la Chine. On peut pas avoir confiance en eux sur la question du contrôle des armes. La Chine nous a envoyé le coronavirus et que la Chine va promouvoir une nouvelle doctrine nucléaire d'utilisation de guerre nucléaire préventive avec une stratégie d'escalade vers la victoire. Donc, voilà ce qu'on dit aux États-Unis. Donc, c'est un mensonge, bien évidemment. C'est exactement au contraire la doctrine de l'OTAN qui va dans cette direction-là. Mais ils disent que la Russie aurait un plan pour attaquer l'OTAN et en voulant la faire capituler, ce qui est faux. Et Billingsley, dans son discours, il a conseillé l'administration Trump, ou à Trump personnellement, de ne pas réaffirmer la déclaration Reagan-Gorbatchev qu'ils avaient dit à l'époque qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée par personne, donc il ne fallait pas la faire. Et Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a fait plusieurs interventions, a dit que c'était vraiment une illusion totalement dangereuse de penser, comme certains le pensent, qu'une guerre nucléaire limitée puisse être gagnée quelque part sur cette planète. Et d'autres experts, d'ailleurs, américains, des scientifiques, il y a impossibilité de gagner une guerre nucléaire militaire contrôlée, comme le disent certains militaires américains. Tout sera utilisé et ce sera le chaos. Et Billingsley a aussi accusé la Chine de développer son arsenal nucléaire en secret derrière le mur du secret, alors que la réalité est tout autre, alors que les États-Unis et la Russie ont des milliers de missiles nucléaires, alors que la Chine, ils en ont 200 quelque chose, 219. Et cette campagne anti-chinoise est très dangereuse. Et donc, c'est sur cette base-là qu'ils disent qu'il faut augmenter leur arsenal nucléaire. Donc, vous avez cette dynamique qui se renforce. Même en Chine, du coup, et si vous criez dans les bois, vous avez l'écho qui vous revient. Donc, c'est une situation très dangereuse. Maria Zakharova, qui est la porte-parole du gouvernement russe,
Elle a dit que c'était juste un prétexte pour les États-Unis pour moderniser leurs missiles de portée nucléaire à moyenne et longue distance. Et c'est une ironie que quelques jours avant le discours de Billingsley, l'administration Trump a dit justement aux scientifiques américains de ne pas publier justement de leur stock de missiles nucléaires, alors qu'ils le faisaient jusqu'à présent, jusqu'en 2018. Et Hans Christensen a dit que Billingsley, ses accusations contre la Chine sont beaucoup plus crédibles, justement si les États-Unis cachent leur arsenal nucléaire. Et donc on a une situation qui est incroyable sur tous ces fronts en même temps. Et c'est ce qu'on a discuté dans le premier panel. Ces choses incroyables qui ont eu lieu aux États-Unis, 5 ans d'opération contre le candidat Trump, contre le président des États-Unis, le Russiagate, des tentatives de destitution basées sur des mensonges et maintenant la tentative de fraude réelle dans le processus électoral. Et une censure sans précédent par les télés importantes qui a dit voilà, c'est un tel qui a gagné, ou les médias sociaux qui censurent ceux qui contestent la réalité. Donc on a une situation qui est réellement hors de contrôle. C'est pourquoi on devrait repenser et penser comment on doit développer une approche différente de pensée. Parce que je pense que c'est la chose la plus urgente. Et le titre de cette conférence est la coïncidence des opposés. Et revenir sur ce que mon défunt mari, Lyndon LaRouche, avait mis l'accent dans tous ces pays dans lesquels il a voyagé dans le monde. Il demandait aux gens, particulièrement aux jeunes, qui devraient commencer à réfléchir sur leur idéologie. Parce que quand vous êtes aux États-Unis, c'est facile de savoir, en Europe, que les gens pensent différemment. Et chaque pays européen pense différemment. Les gens en Amérique latine pensent différemment. Mais quand vous êtes dans le pays, vous n'y pensez pas vraiment, en fait. Pour vous, c'est auto-évident. Et Lyndon LaRouche est très célèbre. Vous pouvez le vérifier en lisant tous les livres qu'il a écrits qui vont vous occuper pour un certain temps. Parce qu'il était très concerné de comment donner une méthode aux gens pour devenir autoconscients, self-conscients de leur méthode de pensée. Donc, nous vivons actuellement en tant que civilisation une crise existentielle dans la méthode de pensée. Il y a une confusion énorme dans les opinions. Ça a atteint un paroxysme après le déclenchement de la pandémie, où des gens qui, jusqu'à présent, étaient plus ou moins rationnels, se sont lancés dans des interprétations, des théories conspirationnistes et essayer d'expliquer des choses qui faisaient peur. Mais la plupart des gens ne remettent pas en question le fondement axiomatique de leurs opinions et ils les considèrent comme une vérité évidente, comme la seule vérité, leur seule vérité. On entreprend une enquête épistémologique sur ces opinions. On constate qu'elles sont souvent formées sur la base d'un nominalisme. On prend un mot et puis on saute dessus et on s'énerve, et c'est une explication. L'empirisme, le positivisme, et que les conclusions sont souvent le résultat d'un réductionnisme, d'un point de vue déductif, une analyse qui est faite sur la base d'une vision du monde à travers des lunettes concaves. Donc, si vous faites ça, vous projetez la carte de votre propre esprit et de vos propres croyances et de vos intentions sur la vision supposée d'une autre personne. C'est carrément ce qu'on voit actuellement. C'est typiquement le cas des personnes qui, par exemple, définissent l'intérêt géopolitique supposé de l'Union européenne, par exemple, par rapport à la Russie, à la Chine.
ou ce qu'on a actuellement aux États-Unis. Des cercles qui accusent la Chine de desseins impériaux, qui ont exactement le même tempérament, alors que tout ce qui est honnête et qui ont étudié les questions doit arriver à cette conclusion que la Chine, le modèle de développement chinois, n'a pas simplement éradiqué l'extrême pauvreté en Chine elle-même, qu'elle a atteint il y a 2 semaines de cela. Ils ont sorti 800 millions de personnes de sa propre population en dehors de l'extrême pauvreté et créé une grande part de classe moyenne. Mais la Chine aussi offre ce modèle de développement aux pays en développement qui évidemment remet en question et au défi les desseins impériaux de ceux qui les accusent. Donc le sujet général de cette conférence est le concept de la coïncidence des opposés, coincidentia oppositorum. Un concept qui a été développé par Nicolas de Cuse, qui est le plus important penseur européen du XVe siècle. Et en fait, le premier, très important, il était le premier à développer les principes de l'État-nation souverain moderne. Il a fait dans ça son texte, la Concordantia Catholica, la concordance catholique, où il a présenté pour la première fois l'idée que les gouvernements doivent travailler avec le consentement des gouvernés. Il doit y avoir une relation réciproque entre le gouvernement, les représentants et les gouvernés. Il est aussi le père de la science naturelle moderne et il a développé une méthode de pensée qui était complètement nouvelle. Et il était tout à fait conscient de ça, puisque lui-même a dit qu'aucun être humain n'avait pensé avant. Et cette méthode est également à la base de tous les écrits philosophiques et de la méthode scientifique économique de mon défunt mari, Lyndon LaRouche, justement dans son développement de l'économie physique. C'est l'idée que la raison humaine a la capacité de définir une solution à un niveau complètement différent et plus élevé que ceux sur lesquels tous les conflits et les contradictions sont nés. Elle s'adresse à la capacité de penser à une unité, qui est d'une ampleur et d'une puissance supérieure aux multiples. Et une fois que vous avez entraîné votre esprit à penser de cette manière, vous avez accès à la clé de la créativité. On peut l'appliquer, cette façon de penser, à pratiquement tous les domaines de pensée. Et afin d'obtenir une approximation de la coïncidence des opposés, il faut commencer par rejeter la méthode aristotélicienne. Aristote, qu'est-ce qu'il dit? Que si une chose est A, elle ne peut pas être en même temps B. Mais cette coïncidence, ça ne veut pas dire non plus A plus B divisé par 2 ou, je ne sais pas, autre mécanisme algébrique ou arithmétique. Alors, Nicolas de Cuse, lui, a développé ce concept dans plusieurs de ses écrits, de manière extensive dans la ignorance, des docta ignorantia. Et à propos de l'ignorance savante, il a été immédiatement attaqué par le professeur et universitaire de Heidelberg, Johannes Wenck, qui a écrit un traité qui s'appelle De Ignota Literatura, donc qui veut dire de la littérature inconnue. Et donc, c'était Johannes Wenck. Et Nicolas de Cuse lui a répondu quelques années plus tard dans un autre document que je vous conseille vraiment de lire. Ça s'appelle Apologia Doctae Ignorantiae, qui veut dire à l'apologie de la docte ignorance. Et il se lamentait que la tradition aristotélicienne prévalait encore de ses jours, parce qu'il estimait que les aristotéliciens considéraient la coïncidence des opposés comme une hérésie, puisque cette école rejetait totalement une approche, puisqu'elle était contraire à leurs intentions, les intentions de leur oligarchie, pour que pas les gens se développent. Par conséquent, de Cuse a dit que c'est un miracle total et une transformation complète de leur école. Ils ont abandonné Aristote et arrivé à une perspective plus élevée. Et contrairement à la méthode aristotélicienne, qui s'enlise finalement dans la lutte entre les contradictions,
vision de la coïncidence des opposés est un processus de plus haut niveau. Et c'était mentionné plus tôt dans une vidéo que vous avez vue au début, quand j'ai parlé justement de la nécessité de publier les œuvres complètes de Lyndon LaRouche. C'est comme regarder les événements d'un point de vue d'une haute tour. Celui qui est au sommet, vous voyez ce qu'il cherche, vous voyez le chercheur, ce qu'il cherche et la méthode de rechercher. Et sinon, vous avez le nez dans le tapis. Mais pour arriver à ce niveau de la pensée, ça demande un effort énorme, émotionnellement, une tension de l'esprit. C'est pas on appuie sur un bouton, c'est un combat intellectuel. Mais une fois que vous avez fait ça, vous avez la puissance. Entrer dans des domaines de pensée qui étaient fermés jusqu'à présent. Et Nicolas de Cus fait référence à la façon dont les penseurs comme Avicenne et Biensena ont eu recours à ce qu'ils appelaient la théologie négative afin de faire perdre à leur esprit l'habitude de s'accrocher à un fait qui est fourni par la certitude des sens. Mais le plus intelligent, selon De Cus, ont été justement les arguments de Platon dans le dialogue du Parménide, qui est peut-être, pour tous ceux qui se sont battus avec Platon, est peut-être le plus difficile de tous les dialogues de Platon. Parménide était le chef de file de l'école méthodologique réductionniste éléatique, et qui enseignait que l'essence des choses ne pouvait être obtenue que par un processus de pensée, mais que cette essence, voilà, ça n'avait rien à voir, et que cette essence des choses ne pouvait être obtenue que par le processus de pensée, sans multitude, sans diversité, et surtout sans changement ni mouvement. Donc, toute la multiplicité fournie par les sens et le changement qu'elle implique ne sont que des apparences, des illusions. Donc, toute diversité et tout changement ne peuvent ni appartenir à l'essence, ni y participer. Donc, dans le dialogue de Platon, Platon pousse Parménide justement à exposer exactement le paradoxe flagrant de sa pensée, à savoir qu'il a oublié le principe de changement. Et dans la tradition établie par Platon, le changement, ce n'est pas une extension linéaire dans un espace euclidien, mais une série continue d'actes de découvertes axiomatiques et révolutionnaires originales, qui conduisent à un ensemble de découvertes de principes physiques universels qui approfondissent la connaissance de l'univers physique et perfectionnent les pouvoirs créatifs de tous les êtres humains à qui, justement, ce progrès est transmis. Nicolas de Cuse dit à un moment donné que grâce à cette éducation, chaque être humain recrée dans son esprit l'évolution de l'univers entier jusqu'à ce moment de l'histoire. Et c'est ce microcosme de l'esprit qui correspond au macrocosme dans son ensemble, qui permet à chaque être humain, potentiellement doué de préscience, de savoir exactement quelle doit être la prochaine découverte nécessaire afin de poursuivre le processus légitime de création. Pour Platon, ça a tout à voir avec le concept du potentiel relatif, le potentiel de densité démographique relative qui a été développé par M. Lyndon LaRouche, parce que ça vous donne une mesure de la nécessité de la prochaine découverte à faire. Et pour Platon, chaque individu est capable de réaliser cette découverte. C'est que l'esprit humain peut générer, en fait, de manière, on va dire, intuitive. C'est pourquoi d'ailleurs Einstein a souligné à plusieurs reprises que l'imagination est beaucoup plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée, alors que l'imagination embrasse le monde entier, stimule le progrès et donne naissance à l'évolution. Et la réponse de Platon à Parménide est donc sa notion ontologique du devenir.
du becoming en anglais, du devenir, comme la capacité continue de l'esprit humain à générer des nouvelles hypothèses, ou comme il disait, les hypothèses de l'hypothèse supérieure, dans lesquelles ce changement global du 1 et qui inclut le multiple, justement, à un niveau supérieur. Et cette même méthode de pensée a été employée par Nicolas de Cuse lorsqu'il a résolu un problème qui avait laissé de nombreux penseurs et mathématiciens sans sommeil depuis des temps anciens, à savoir le problème de la quadrature du cercle. Archimède, plus tôt, qui est un mathématicien, avait essayé de résoudre le problème avec la méthode de l'épuisement, en inscrivant, en circonscrivant un nombre toujours croissant de polygones à l'intérieur et l'extérieur du cercle. L'hypothèse était erronée et que les périmètres des deux polygones finiraient par coïncider avec le cercle. Donc, de cette manière, en effet, Archimède a trouvé une approximation utilisable du nombre pi, mais pas pi. Mais en réalité, le problème, lui, n'a pas été résolu. Alors, comme l'a dit De Cuse, de plus vous avez de polygones et de coins des polygones, de coins, plus vous vous éloignez de la surface du cercle. Il a donc fallu une méthode de pensée révolutionnaire pour résoudre le problème de la quadrature du cercle en précisant qu'un cercle ne peut être construit par une géométrie basée sur une hypothèse axiomatique de points et de droites auto-évidentes, mais qu'une géométrie axiomatiquement différente devait être appliquée, celle de l'action circulaire remplaçant l'hypothèse euclidienne du point et de la droite auto-évidente, que l'on appelle le principe isopérimétrique, c'est comme ça qu'on l'appelle, de la primauté du cercle, indique clairement qu'à partir du cercle, on peut arriver à créer les polygones, mais pas l'inverse. Nicolas de Cuse a ainsi fourni une démonstration concluante de la différence entre le domaine des mathématiques limité au commensurable et le domaine totalement distinct des incommensurables. Et cette progression de la compréhension d'Archimède de la quadrature du cercle à celle supérieure de Cuse illustre également le rôle de la découverte humaine d'un principe universel préexistant et le changement de son existence en tant que potentiel, et précédemment caché à la vue de la connaissance de l'humanité, jusqu'à sa réalisation de ce principe par un acte de découverte humaine. C'est ce processus continu de découverte qui est ontologiquement primaire, premier, c'est-à-dire l'un qui est premier par rapport au contenu de chacun et de tous les multiples. Et Bernard Riemann, dont la méthode scientifique a contribué à nommer le modèle économique de M. Larouche la méthode Larouche-Riemann, a développé la même idée dans un écrit qui avait été cité par Linnon Larouche, souvent sur psychologie ou métaphysique, c'est-à-dire au sujet de la psychologie et de la métaphysique, en décrivant l'âme humaine comme un corps d'idées compact, étroit et multiplement connexe, appelé les Geistesmassen en allemand, et développé également par Herbart et ensuite Riemann, et que M. Larouche a appelé les objets pensés, ou thought object en anglais. Chaque nouvelle Geistesmasse entre en résonance avec toutes les autres précédemment accumulées et interagit de manière réciproque, d'autant plus qu'il existe une affinité intérieure entre elles. Riemann dit aussi que ces Geistesmassen compacts continuent d'exister même si la personne qui les a créés est morte et fait partie de ce que lui appelait Erzseele ou l'âme de la Terre. C'est essentiellement la même idée que celle exprimée par Vladimir Vernadsky lors d'une conférence donnée à Paris en 1925, où il décrit l'espèce humaine et l'esprit humain collectif comme une nouvelle
qu'il appelle, je cite, « une nouvelle force géologique dans l'univers ». Et Vernadsky insiste sur le fait que l'histoire entière de l'univers prouve que la noosphère va de plus en plus dominer, qui est justement le monde de l'intellectuel et de la raison, va de plus en plus dominer le monde de la biosphère. Et c'est ce caractère anti-anthropique de la créativité de l'esprit humain, en tant que partie la plus avancée et force motrice de l'univers physique, qui justifie l'optimisme quant à l'avenir de l'humanité. Cela implique que de plus en plus d'êtres humains, dans toutes les nations et cultures, seront capables de s'élever au-dessus du niveau infantile de la certitude des sens et de surmonter les traditions idéologiques qui ont échoué, comme l'école rhétorique du sophisme, qui ne se préoccupe pas de la vérité, mais de la victoire de toute affirmation que le sophiste souhaite faire accepter pour promouvoir son propre intérêt. Donc, le concept de la coïncidence des opposés peut être appliqué à la présente situation stratégique et toutes les autres domaines de la pensée humaine. Les intérêts de l'humanité, si vous les définissez comme pas les intérêts des gens qui vivent actuellement ou dans les années qui viennent, mais si vous les voyez d'un point de vue dans votre esprit de toutes les générations futures à venir, qui était la même idée, on a dans le préambule de la Constitution américaine, que ce n'est pas simplement le présent, mais surtout les générations futures qui doivent servir l'intérêt général et le monde entier et la population mondiale. Et pour avoir une compréhension de ce que cela veut dire, ça veut dire que si vous pensez, vous appliquez ce que je viens de dire de manière théorique à la situation mondiale présente. Si vous prenez chacune des nations comme un microcosme, et selon Nicolas de Cuse, des morceaux de microcosme, chaque microcosme a le meilleur potentiel de développement en lui et défend son intérêt non au détriment de l'autre microcosme. Ça veut dire qu'on ne pense plus en termes géopolitiques d'intérêt individuel des nations ou d'un groupe de nations, se positionnent elles-mêmes contre, soi-disant, les intérêts des autres, de tous les autres, mais que vous avez une conception différente, rejetant justement la vision aristotélicienne de contradiction. Et si vous prenez le concept de Platon de changement et de devenir comme un premier ontologique, alors le développement de chaque microcosme peut être vu comme dans une fugue, une composition de fugue contrapunting, où le développement de chaque note, chaque idée contribue au futur développement de l'ensemble de la pièce musicale. Il y a déjà des exemples qui fonctionnent, on peut le voir, d'une sorte d'approximation de comment cela fonctionne. Un, c'est la coopération internationale dans le projet de réacteur à fusion thermonucléaire à Cadarache ITER, qui est une collaboration de 34 pays dans le monde qui profitera à l'ensemble de l'humanité. Et aussi la coopération internationale dans le spatial. Pour les voyages, on a 3 missions passionnantes vers Mars qui vont arriver dans les semaines qui viennent sur Mars. Et est-ce que cela n'aurait pas de sens de joindre toute la recherche commune, qui n'est pas la question de qui va mettre le premier drapeau sur Mars, ou ce sera un homme ou une femme, mais c'est la question de comment nous explorons le système solaire pour l'habitation humaine. Et notre système solaire est juste énorme. Si vous regardez les étoiles, la voûte céleste, nos galaxies, c'est simplement une galaxie qui a 2000 milliards de galaxies dans l'univers, comme l'a vu Hubble. Donc, imaginez
l'existence humaine à long terme, l'humanité dans quelques millions d'années. Et pas simplement les 5000 dernières années, mais qui est vraiment une très, très, très courte période de temps. Donc, est-ce que l'humanité sera cette espèce immortelle ou alors on sera comme d'autres espèces qui vont arriver et disparaître et puis voilà, subir une extinction de masse et puis peu importe ce qui se passera par la suite. Et d'autres espèces, donc si l'humanité se disparaît, finalement, c'est pas très grave. Mais moi, je ne pense pas ça. Parce que je pense que l'humanité, quelles que soient les choses qu'on trouve dans l'univers de la vie intelligente, peut-être quelque part, on ne sait pas, l'humanité est unique parce qu'on est loin, la seule espèce créatrice pour l'instant connue dans l'univers. Et dans quelques millions d'années ou milliards d'années, le soleil va arrêter justement de briller. Donc, on va avoir besoin de se déplacer dans l'espace, rendre d'autres planètes habitables. C'est une question de la survie de l'espèce humaine à long terme. Et je pense que c'est tout à fait possible que si nous nous libérons de ces conditions actuelles d'agir comme des enfants, comme des petits capricieux qui embêtent son petit camarade et qu'on développe l'ensemble de notre potentiel de coopération avec d'autres êtres humains, avec d'autres cultures et justement compléter le destin légitime de l'humanité, d'être l'espèce consciente qui instaure le changement dans l'univers. Et alors, on aura rempli notre destinée en tant qu'espèce humaine. Et je pense que c'est à nous de faire cette transformation et de créer la capacité de sortir de cette crise vivant et heureux. Et voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Helga.